On continue avec le professeur Émile Henri Rillard, professeur émérite. Et c'est à vous de nous parler de la dernière conférence, puis après on fait un débat. Et parmi nous, hein, je ne vais pas le laisser tomber, le professeur Talleyrand. Hein, je demande qu'il passe devant parce qu'il va nous dire une conclusion comme il sait le faire. Le projet adolescent étudiant. Hum? D'accord. Corrige-moi. Non, c'est pas vrai. Bien. Écoutez, je ne vous parlerai pas d'islamisation. Bon, on va être tranquille de ce côté-là. Radicalité ou radicalisation non plus. Bon, bah, c'est le deal que j'ai conclu avec Mohamed, n'importe quoi. Parce que je ne connais rien, ou très peu de choses, ou je peux avoir des hypothèses, mais bon. Voilà, moi j'ai choisi finalement comme point d'entrée et de développement de partir de choses bien banales, d'une chose bien banale qui est un peu multiforme tout de même, c'est de partir de l'adolescence et d'un moment, du moment particulier de l'adolescence qui est celle qui consiste finalement à mettre en place, à voir, je ne sais pas trop quoi, ou ne pas mettre en place au contraire des projets, ce qui n'est peut-être pas bon aussi, on va voir, éventuellement. Donc en resituant l'adolescence dans un cadre relativement traditionnel, mais vous comblerez tous les manques parce que j'ai pas le temps de tout dire bien évidemment. Et puis j'ajouterai aussi que vous avez compté depuis ce matin, il y a un intervenant, il y en a eu deux, il y en a eu trois, je suis le quatrième. Eh bien, le quatrième, il n'y a pas de chance. Le cinquième, s'il y en avait eu un, il y aurait encore moins de chance. Parce que beaucoup de choses ont été dites. Alors différemment, je vais essayer de me différencier un petit peu, de ne pas trop répéter. Ça va me contraindre à bousculer un petit peu ce que j'avais prévu de dire, mais pas trop finalement. Voilà, je vais essayer de ne pas vous ennuyer. Ça sera un peu ex cathedra par moment. Je m'en excuse par avance, mais enfin, je l'espère pas trop tout de même. On va parler de l'imaginaire, on va parler de choses comme ça. Mais bon. Alors, bon, l'adolescence, c'est quoi? Bah, c'est un temps. Ah, tiens, c'est un terme qui a été bien utilisé depuis ce matin. Alors, moi, j'adore. Je viens de sortir un chapitre de bouquin avec nos amis, collègues de l'UPJV, l'Université de Picardie-Jules Verne, notamment, sur adolescence et temps. Donc, ça m'intéresse beaucoup. Je ne peux pas faire autrement que de parler du temps quand je parle d'adolescence. Parce qu'effectivement, c'est le temps de résurgence du complexe d'Oedipe. Bon, ça, vous le saviez. Donc, qui va rendre l'inceste possible? Oui, on n'a plus ce bouclier fonctionnel qui permettait donc de mettre à distance tous les désirs envers les parents et qui va entraîner finalement la nécessité pour l'adolescent d'avoir à changer de structure. Voilà. Il ne faut plus qu'il se situe dans une structure personnologique proche de l'enfance, bien évidemment, où papa et maman étaient merveilleux, où j'étais dépendant d'eux, où ils étaient tout puissants. J'étais soumis tout de même, c'est peut-être idéologique tout ça, hein, mais j'étais soumis à tous ses parents. Et donc, en tant qu'adolescent, eh bien, je vais devoir renoncer à cette position d'enfant pour pouvoir grandir et devenir un jour adulte. Je dirais, j'ai envie d'ajouter, l'égal de mes parents, ce serait pas mal ça, hein, mais pour que les choses soient à peu près bien dans la vie, pour être bien dans sa peau, différent d'eux. Parce que si je suis le clone de papa-maman, ben bien évidemment, j'ai pas de vie personnelle. Il y a un ouvrage de Marie Cardinal, Les mots pour le dire, où on trouve quelque chose qui ressemble étrangement à ça, hein, où l'héroïne n'a pas de, s'aperçoit que tous ses projets finalement c'était pas les siens, c'était ceux de ses parents. Elle se retrouve chez le psychanalyste. Marqué, bon, ça fait pas de mal à la profession qui a bien besoin en ce moment de recevoir des patients. Alors, ces adolescents, pour essayer de faire court, en entrant en matière, vont finalement, d'abord, puisque les parents deviennent dangereux, on a vu pourquoi, on va se tourner vers le groupe des pères, ceux de même sexe, on va être tranquille, on est tous pareils, tiens, ça ressemble à quelque chose, c'est un peu Narcisse qui parle, parce que pourquoi? Parce que si je prends l'exemple des garçons, les filles sont super dangereuses. Bon, pourquoi? Parce qu'elles ressemblent à maman, bien évidemment. Alors bon, mieux vaut éviter de rencontrer les filles parce que ça m'évite de rencontrer maman d'une certaine façon. Ah puis ben n'importe comment, je pourrais pas ignorer finalement la présence de l'autre sexe. Alors j'aurai un travail à faire, quelle que soit mon orientation sexuelle après, bien évidemment, il y a tout de même la position, la place prise par l'autre sexe et ce que j'en fais dans mon économie personnelle.
C'est un travail qui s'effectue tout de même, je change, mais le monde, on l'a vu ce matin, le monde change. Alors, je vais vous rappeler tout de même, hein, c'est un monde de changement, des changements qui concernent les structures, les systèmes normatifs conventionnels, la famille, l'école, tout ça, ça change en permanence, on ne sait pas où on est. Il y a des manifs dans la rue, il y en a, les instituts sont en grève aujourd'hui, etc., etc. Bon, tout ça, ça change. Le marché de l'emploi change, ah oui, par rapport au projet. Alors comment je peux me situer si je ne sais pas quelles professions existeront dans 10 ans, finalement, c'est l'âge auquel peuvent se situer un certain nombre d'adolescents, ou 5-10 ans, si vous voulez, ça dépend de l'âge auquel on les prend. Les médias nous apportent un tas d'informations, c'était rappelé ce matin. On a des distorsions temporo-spatiales qui sont introduites par les modes de vie. Hein. Il y a le cousin qui habite à Marseille, le grand frère à Lille, et puis moi j'habite Paris, mais mes parents qui sont séparés, l'un habite, etc. Donc vous voyez, on a tout de même des modes de vie. Alors tout ça va générer tout de même un certain nombre de difficultés pour les adolescents, d'autant que, en plus, on va dire, il y a ce monde de l'immédiateté. Alors ça, c'est passionnant, ce monde de l'immédiateté. On y reviendra tout à l'heure, si vous me laissez assez de temps, parce que je suis très bavard, je vais en prendre plus que prévu. Le monde de l'immédiateté, de la satisfaction, c'est-à-dire qu'il faut tout de suite. Ça s'est développé. J'en parlais à mes étudiants il y a une vingtaine d'années, quand j'avais rencontré des jeunes qui sortaient qui étaient encore pour certains en prison, d'autres qui allaient sans doute y entrer, d'autres qui en sortaient, etc. Bon, il y avait quelque chose de l'ordre de l'immédiateté, de la satisfaction, et que tout cela, finalement, ça perturbe une trajectoire de socialisation qui libère un certain nombre, qui génère plutôt un certain nombre de tensions, elles-mêmes provoquées par des conflits internes qui sont dus à cette incapacité, à ces grandes difficultés en tout cas, surtout quand on n'a personne ou peu de gens, ou qu'on refuse d'ailleurs toute aide, c'est souvent le cas à l'adolescence, pour faire le point sur ce qui se passe. Alors on a le téléphone portable, on a les marques, on a l'anonymat. Ah, c'est bien l'anonymat. On cherche à l'éviter, au contraire, on est sur Facebook. Voilà. Alors, vous l'avez vécu parce que vous êtes jeune. Il y a peu de temps, donc c'est ça que j'allais ajouter. On s'en souvient à peu près tout de même 50-60 ans plus tard. Et ça crée tout de même de grosses difficultés. Ça crée tout de même insécurité, tension, conflit, comme je le précisais. Et on doit faire appel à un certain nombre d'actions régulatrices, de préférence efficaces, de préférence qui vont être génératrices de nouveaux équilibres. Voilà, bon, on quitte une position, parce qu'on était en déséquilibre, on va essayer de trouver une position, s'acheminer vers une position, celle de l'adulte. Je ne sais pas trop ce que c'est un adulte, hein, si vous savez, donnez-moi une définition. Je suis preneur, et donc une position qui va être génératrice de nouveaux équilibres, des nouveaux équilibres qui doivent, ou qui devraient, être acceptés par le social, encouragés par ce social, qui soit conforme à ses attentes, conformisme, attitude, etc. On commence, qui comporte la plupart du temps toujours une marge de tolérance, plus ou moins variable et plus ou moins durable. Hein, bon, il faut se mettre d'accord, mais il y a toujours tout de même une marge de tolérance. C'est ce qu'on va trouver chez l'adolescent aussi. Bon, il y a une attente qu'on tolère tout de même. Hein. Bon, il fait l'essai de quelque chose, etc. Alors, moi, j'ai trouvé rien de mieux que de penser que ça peut être le projet. C'est vrai que j'ai travaillé dessus depuis pas mal d'années. Sur la question du projet, et je considère que le projet, vous savez, qui est, si on prend les origines, c'est jeter en avant, loin, devant soi. Projeter. Voilà, c'est ça le projet. Qui contient un certain nombre de... Je vais revenir dessus tout de suite. Qui contient un certain nombre de facettes, je dirais, professionnelles, affectives, les deux principales, après vous mettrez ce que vous voulez dedans. La construction du projet professionnel aussi bien que la profession, que l'idée, que les représentations, etc. L'affect. Et puis les valeurs.
Ah oui, les valeurs, c'est tout de même important. On ne peut pas se contenter d'un projet qui serait ramené à la seule dimension professionnelle, ce que fait l'école d'ailleurs, sans y mettre un peu ou beaucoup de valeurs. Vous mettrez le dosage que vous voulez, mais pour moi en tout cas, elles deviennent pratiquement la priorité dans la construction d'un projet. Et ce projet, si on pense à cette projection de soi ne peut se faire qu'en fonction de ce que l'on a été. C'est-à-dire au moins d'une partie de ce que l'on a été, de ce qui reste, sensible ou plus ou moins inconscient, d'ailleurs plus ou moins maîtrisé. Donc ça nous renvoie aussi à une histoire d'héritage, à une histoire de transmission, héritage, transmission, une histoire de famille, mettez de famille avec un pluriel, à des histoires de famille, parce qu'on vient finalement en tant qu'adolescent d'une famille, mais qui est elle-même issue de deux familles qui sont elles-mêmes issues à moins d'avoir des cousinages, particulièrement les trois, de familles très très différentes. Donc c'est aussi un jeu d'identification qui se sont succédés dans le temps et dont on hérite. Je disais ce midi à une de mes collègues, je ne sais plus où je l'ai lu, et ça c'est dommage, j'aurais pu faire acte de savoir énormément de choses, mais je ne sais plus quel auteur disait, c'est pas de moi, hein, donc on est toujours naître. On est toujours à un moment d'une histoire. Et il faut prendre avec, il faut la prendre en marche, cette histoire. On n'est pas maître, on ne peut pas maîtriser cette histoire. On est dépendant d'elle, on fait avec, on fait ce qu'on peut, comme nos parents ont fait ce qu'on peut, avec les histoires auxquelles ils ont été confrontés. Alors, on est renvoyé à des questions de réalité, des niveaux manifestes, à des questions d'imaginaire aussi, bien évidemment, tout cet imaginaire qui va être travaillé, ressurgir et se retrouver d'une façon ou d'une autre dans le projet, ne serait-ce que pour dire ça, non, ça ne me convient pas. Alors le projet me semble une réponse adaptée. Je dirais que pour moi c'est un organisateur de l'adolescence, c'est sans doute peut-être le organisateur de l'adolescence. On a longtemps parlé, on en parle encore d'ailleurs, de la crise depuis Edith Kestenberg dans les années 1960-62, si je me souviens bien exactement. Elle parlait de la crise qui était un organisateur de l'adolescence, c'est vrai, dans la mesure où... Mais je pense que le projet, dans la mesure où il offre un dispositif anti-crise, parce qu'il va reprendre, fédérer, synthétiser, projeter, en les remaniant un certain nombre d'éléments, constitue un outil qui permet à l'adolescent, sous certaines conditions bien sûr, de sortir de ce mouvement de crise adolescente. Alors une autre possibilité est offerte aux adolescents. Finalement, alors bien souvent elle n'est pas aussi brutale, aussi nette, aussi cloisonnée, aussi délimitée que cela, c'est tout ce qui relève de déviation. On ne va pas entrer dans un projet. On va refuser d'entrer dans un projet où on va y entrer sur la pointe des pieds. Mal, voilà, ce sont des déviations, alors qui prennent forme finalement de contestation et qui vont être médiatisées par des refus manifestés au niveau du corps, au niveau psychique, au niveau du social, dans les liens avec le social, au niveau du culturel, et qui vont d'une certaine façon, modeler le parcours d'un certain nombre d'adolescents. Ce peut être des marginalités, c'est-à-dire des comportements, des conduites et comportements qui obéissent plutôt au principe de plaisir. Ce peuvent être des délinquances. Je vous signale que les délinquances, dans leur étymologie, signifient quitter le lien. Ah, c'est ça, délinquance, c'est quitter le lien. Alors que la déviance, c'est sortir d'une voie. Voilà, on est encore à moitié sur les rails, on sort d'une voie, mais on n'a pas quitté les liens nécessairement avec ce qui nous rattachait aux autres, avec le passé, sauf que ces liens sont perturbés. Alors, bien évidemment, ce choix, je dirais, qui n'est pas celui du projet, va entraîner, en l'occurrence pour les déviances, une réprobation sociale, éventuellement une répression sociale. Alors là, si on touche à la délinquance, on pourra parler aussi
de tribunal. Ben, on va passer, ou faire passer plutôt l'adolescent, éventuellement, donc au tribunal, donc devant la loi, telle qu'elle est édictée par le social. Donc on a affaire à des réactions réactionnelles qui se manifestaient par un acte de liberté ou de pseudo-liberté qui est revendiqué. Le projet, je vous ai dit que je vous parlerai plus longuement du projet, mais voilà. Le projet, c'est quoi? Je vais faire très court. C'est finalement ce qui va permettre aux jeunes de se construire, de s'insérer. On a parlé beaucoup d'incertitude ce matin et cet après-midi, on en parle encore. Ben oui, mais avec quel dosage d'incertitude, je n'en sais rien. D'ici à une dizaine d'années, quinzaine d'années, souvenez-vous de l'ouvrage de Tony Anatrella, Les 12-30 ans, et en sous-titre Interminables adolescences, bon, publié en 92, je ne sais pas si ça a tellement changé, mais bon, c'est tout de même un ouvrage de référence. Donc le projet, je dirais que je vais le considérer comme un tout, un ensemble, c'est une conception holistique de l'individu, qui va être composé de deux parties. Une dimension manifeste, c'est celle que l'on connaît, que l'on côtoie, que l'on discute ordinairement, un projet professionnel, de vie affective, des relations avec les amis, etc. Bon, voilà, finalement, il n'y a pas à s'attarder longuement là-dessus. C'est des questions d'intérêt, etc., plus les valeurs, bien évidemment. Et puis une dimension latente, une dimension, ce que j'appellerais l'imaginaire, pour simplifier, un socle imaginaire, constitué par, finalement, les relations objectales, parce que c'est de ça dont il s'agit dans nos relations, c'est-à-dire des composantes psycho-affectives qui ont surgi de façon brutale avec la venue de la puberté. Bon, elles ont recouvert finalement et elles ont provoqué le déséquilibre de la période de la latence, vous savez, jusqu'à la puberté, qui était fondée sur une dominante de la position cognitive. Ces relations objectales, j'en considérerai plus particulièrement trois principales qui vont jouer tout au long de la vie, et ça c'est intéressant parce que ça nous donne tout de même une trajectoire qui part, pour la plupart, de la naissance et qui vont jusqu'à la mort. C'est le jeu des identifications qui se poursuit, qui s'évolue dans le temps, bon, voilà, principalement. C'est le jeu des idéaux du moi. Il n'y a pas qu'un idéal du moi, il y a des idéaux du moi, c'est une succession d'idéaux du moi, qui vont remplacer, ou qui devraient plutôt remplacer, ou bien cohabiter à peu près sainement, je dirais, sans empiéter, sans trop empiéter l'un sur l'autre, avec le surmoi parental qui est en voie, qui devrait être en voie de disparition à l'adolescence. Alors on va parler aussi d'idéal du moi surmoïque des fois, parce qu'il est vraiment teinté des parents. Et puis le troisième terme, c'est celui de la redistribution. On en a parlé aussi à l'instant, tout à l'heure, avec Dominique. La redistribution des rapports entre les dimensions objectales et narcissiques. La balance narcissico-objectale, trouver un nouvel équilibre entre moi et l'autre, entre le moi et l'autre de l'individu. Voilà, vous voyez tous ce qu'est un projet maintenant, c'est bien, vous n'avez même pas besoin d'ouvrir un des articles que j'ai écrit à ce sujet, c'est bien, merci, c'est un peu vite. Alors, ce qui m'intrigue, ce qui m'intéresse, c'est pas le projet ordinaire, banal, mais toujours avec beaucoup de douleur de la part des adolescents dits ordinaires et banals. Ce qui m'intéressait, c'est les trous qui peuvent exister dans ce projet. C'est les manques, appelez ça des trous, des manques, des distorsions. Qu'est-ce qui peut exister qui va peut-être, qui va nous permettre de poser des hypothèses, restera à les vérifier bien évidemment, mais qui va nous permettre de poser des hypothèses qui nous permettent de dire il y a peut-être un risque à ce niveau-là. Alors, ce qu'on peut faire, je ne sais pas ce qu'on peut faire, ça fera l'objet de notre débat tout à l'heure. Comment peut-on procéder?
J'ai beaucoup travaillé avec des collègues, sociologues, anthropologues, psychologues, sur des questions de projet. J'ai travaillé dans les quartiers dits difficiles, à Dreux, à Blois, région parisienne, etc. Bon, dans les quartiers ordinaires aussi, normaux, qui ne posent pas de problème, y compris le 16e arrondissement de Paris. Vous voyez, donc a priori, quoique, c'est pas aussi, ou à l'époque où j'ai travaillé, il y a 10 ou 15 ans, c'était peut-être pas aussi évident que cela. Il y avait des choses tout de même assez qui pouvaient être cachées, mais bon, qui ne faisaient pas en tout cas la une de l'actualité. Quand on analyse ces projets, donc sur plusieurs centaines de sujets, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on peut noter? Je dirais que j'ai relevé en gros deux caractéristiques principales. La première des caractéristiques, il n'y a pas d'ordre d'importance dans ce que je dis, c'est l'existence de correspondance entre les niveaux manifestes du projet et son assise imaginaire, qui correspond au processus d'adolescence. C'est-à-dire, pour parler simple et court, quand un adolescent semble avoir un projet que moi j'ai appelé bien engagé, c'est-à-dire, on ne sait pas trop ce que va devenir ce projet, n'importe comment. Quand on les interroge à 14-15 ans, voire 16 ans, on ne sait pas trop ce que ça va devenir. Donc, on ne va pas dire, ouais, il sera comme ceci, son projet, il le tient. Non. Je me garderai bien d'entrer dans cette voie. Un projet bien engagé, c'est un projet dans lequel l'adolescent présente un projet de vie professionnelle, je veux être, peu importe. Mais ce projet s'appuie d'abord sur une histoire de projets qui ont été abandonnés successivement et rationnellement. Ça, c'est très important. Une histoire de projet, donc. Ça s'appuie sur la recherche d'informations auprès de CIO, auprès de psychologues, auprès de gens du métier, les stages, etc. Ça s'accompagne d'un regard sur ses capacités, sur ses aptitudes, sur ses centres d'intérêt. Donc on a un projet pour la partie professionnelle qui, a priori, semble à peu près bien conçu. L'adolescent, par la même occasion, parle, dans l'immense majorité, 90% mettons, spontanément, de sa vie future, de sa vie affective future. Je sais pas, aura-t-il une famille, ou ne serait-ce que pour dire je n'en veux pas, je veux des enfants, non j'en veux pas, etc. C'est pas à partir de questions, c'est quelque chose qui est abordé spontanément, et il met en avant, bien évidemment, un jeu de valeurs, et aussi des capacités à se projeter et à projeter sa famille dans le cadre d'une évolution dans le temps, c'est-à-dire une dizaine d'années. Bien, vous avez un projet, on a envie de dire, l'ado parfait qui ne posera pas de problème. Correspondance, pourquoi? Parce que au même moment, où il formule cela, eh bien, au niveau de l'assise imaginaire, on a quelque chose qui correspond, c'est-à-dire qui va, là aussi, dans le sens d'un mouvement vers l'état adulte. C'est-à-dire quitter les identifications de l'enfance, rééquilibrer la balance narcissico-objectale, et puis mettre en place des idéaux qu'on peut qualifier de beaucoup plus personnels. Donc oui, il y a une correspondance. Inversement, les jeunes qui ont des projets beaucoup plus faibles, nettement moins engagés, à la limite de l'inexistence, ou des projets partiels, par exemple, ouais, bah, plus tard, ouais, bah, j'aurai une famille. En général, c'est plutôt sur la dimension affective. En général, au niveau de l'assise imaginaire, les identifications, il n'y a pas de travail, ou un travail très faible sur les identifications. Le travail de séparation avec les parents au sens de Margaret Mahler n'est pas engagé, ou alors on se sépare, mais très vite, avant la fin du récit, on en revient à la position initiale. On est dans une position très narcissique, l'autre ne sert en quelque sorte qu'à tenir le miroir et à nous renvoyer notre image. Il n'a pas d'intérêt, il n'a pas d'existence, cet autre. Voilà, hein, on est bien dans quelque chose. Alors, vous voyez, on a deux types de projets, on s'est dit, mais quid? Première caractéristique. Deuxième caractéristique, c'est que, au niveau de l'assise imaginaire, le travail qui s'effectue, c'est un travail qui s'effectue sur le mode de l'oscillation. Bon, c'est pas... ça ne fera pas un scoop, hein? Si? Vous vous étonnez comme ça? Non.
vous n'êtes pas étonné. Parce que vous savez très bien qu'à certains moments, les ados sont pleins d'idées, à d'autres moments, oh, non, je ne peux rien dire. Bon, voilà, il y a un mouvement oscillatoire qui correspond à quoi? Qui correspond donc à un travail de passage de pôle de relation à un autre pôle de relation. Alors, c'est quoi des pôles de relation? Bon, on peut les distinguer, alors moi je les ai distingués à partir de traitements informatisés, à peu près sophistiqués, mais enfin bon, c'est eux qui parlaient en tout cas, à partir des résultats que j'avais donnés. Donc, des pôles de relation qui sont, dans un cas, fondés, un pôle qui est fondé sur quelque chose qu'on va appeler la différence-complémentarité, ça c'est plutôt adulte. Je m'inscris en différence et en complémentarité avec les autres, et l'autre, c'est plutôt de l'ordre de la similitude-complémentarité. Bah, similitude niveau de très faible différence. Voilà, pratiquement un arrêt du balancier dans ce pôle. Effectivement, un certain nombre de jeunes sont en arrêt dans ce pôle de relation. Ils sont incapables, le mouvement n'existe plus, ou pratiquement plus. Alors, je ne sais pas si ça relève de la pathologie, c'est pas du tout ma spécialité, mais on a un mouvement très faible entre cette faiblesse de la différence et cette similitude. On est tous pareils finalement. Donc voilà. Si on reprend la question de la construction d'un projet et des risques de dérive, là, je pense qu'il y a effectivement un premier risque de dérive. Un premier risque de dérive qui est, je vais le souligner, je vais revenir autrement, qui est finalement dans une espèce d'arrêt du temps, dans une zone du psychisme dans lequel il n'y a plus de mouvement ou des mouvements très faibles. On est en phase de sommeil, je ne sais pas, peut-être en phase de création, puisque la création demande tout de même une régression. Peut-être que le dieu sommeil est propice, ce n'est pas tout à fait la version que donnent les psychanalystes en tout cas, mais bon. J'ajouterais ces caractéristiques tout de même, un peu de mon expérience auprès de tribunaux, enfin d'un tribunal pour enfants, dans lequel j'ai eu l'occasion de rencontrer à deux titres, au titre de chercheur, au titre de dossier, enfin à titre d'assesseur, dans l'examen de dossiers et de présence aux audiences, donc d'observer un certain nombre de choses aussi. Ces jeunes sont, quand on les interroge, quand on leur fait passer des épreuves de nature projective, je ne sais pas si vous savez, le TAT, vous connaissez sans doute, le TAT, ce sont des planches projectives à partir desquelles on va demander au sujet, comme ça, hop, de loin, voilà, on va leur demander d'imaginer, une histoire en disant ce qui s'est passé avant, ce qui se passe maintenant et comment l'histoire va se terminer. Moi je préfère, c'est la consigne de Murray. Les modernes ont la consigne de Shentoub, imagine une histoire à partir de ça. Bon, on s'aperçoit que ces jeunes sont dans l'incapacité, ces jeunes délinquants qui sont passés devant le tribunal la plupart du temps déjà, et qui ont écopé de peine, sont dans l'incapacité d'imaginer une issue à l'histoire. Voilà, on raconte ce qui, voilà, on épouse un peu des fois, mais enfin bon, en général, et voilà, ils bloquent sur l'issue. Et quand on les pousse un peu, ce qu'autorise finalement la recherche, puisqu'on n'est pas dans un cadre clinique, à ce moment-là, la fin de l'histoire, c'est quoi? C'est la maladie, c'est l'accident, c'est la mort. Vous conviendrez comme moi que la conclusion d'une histoire, ce qu'on appelle dans notre jargon l'issue de l'histoire, c'est quelque chose qui est une projection dans un temps à venir, une projection dans le futur. Alors j'interpréterais, mais on peut en discuter, cette impossibilité à se projeter dans le temps, ou bien, dans un second temps, quand on les a relancés, cette difficulté à se projeter dans le temps, comme une incapacité
à se projeter dans l'avenir, ou une très grande difficulté, alors je ne dis pas qu'elle est durable d'ailleurs, hein, mais une très grande incapacité à se projeter dans l'avenir, comme si cet avenir ne pouvait être que mortifère sous une forme ou une autre. Et je pense qu'on a tout de même un certain nombre d'exemples offerts par ces jeunes au niveau des prisons et de la suite. Ils ont par ailleurs de très grosses difficultés à conflictualiser les relations avec les figures parentales, notamment avec le père, grosse difficulté à conflictualiser, ou bien ils demeurent dans le conflit. C'est-à-dire qu'ils entrent dans le conflit pleinement, et après, ils y restent. Ils ne peuvent pas en sortir. Ce que j'avais trouvé au niveau de jeunes, des enfants, hein, d'une dizaine d'années à peu près, à l'école primaire, dans la cour de récréation, quand ils entraient en conflit avec les copains, etc., ben, le conflit se poursuivait en classe parce qu'ils étaient incapables d'y mettre fin. Alors peut-être que les adultes n'interviennent pas suffisamment aussi dans ce sens, je ne sais pas, mais enfin en tout cas, voilà. Alors, ces difficultés, elles sont en partie imputables à des variables de personnalité. Mes observations au cours d'audience et dans des dossiers, elles tout de même sont assez, excusez-moi, mais peut-être intéressantes. Un déroulement d'audience, enfin de certaines audiences tout au moins, c'est la présence des parents, puisqu'on a affaire à des mineurs. Bien. C'est surtout la présence de la mère. Alors je ne veux pas charger les mères. Hein. Je dirais tout de suite que si la mère fait ceci, fait cela ou ne fait pas, le père est d'accord. Donc une fois qu'on a dit ceci, il a permis, il a autorisé, ça l'arrange bien. Voilà, hein, vous l'interprétez comme vous voulez, mais il n'y a pas un jugement de valeur, il n'y a pas une désignation des mères de ma part. Les mères ont souvent l'habitude de parler à la place de l'enfant. Elles ont l'habitude d'anticiper les désirs de leur enfant. Vous entendez des choses du genre, bah oui, je vais acheter les derniers Nike, ce que vous pouvez imaginer, les dernières marques, parce que je pensais que ça lui ferait plaisir. Ce qui veut dire aussi que ça coupe tout désir chez l'adolescent, toute fantasmatisation d'un objet qui pourrait être désiré. Ça ne vous dit rien? Moi, ça m'a dit quelque chose. J'ai fouillé dans la littérature. Et je suis allé voir du côté de Lebovici, de Kestenberg cette fois. Judith Kestenberg, pas Evelyn. Judith Kestenberg, aux États-Unis. Et qui se sont interrogés sur la première représentation du temps. Ah, à votre avis, c'est une question que je pose. Après tout, c'est vous qui posez des questions, et moi je vais vous en poser. On va retourner la situation. Quelle est la première représentation du temps que vous avez pu avoir? Bon, je vois qu'on va perdre de temps. Je vais vous donner une réponse. Elle vaut ce qu'elle vaut, il y en a peut-être d'autres. Hein. Celle qu'ils donnent, ces éminents chercheurs, c'est celle du délai qui a été ressenti entre à la naissance, hein, la première apparition de la faim et la présentation du sein. Voilà, entre les deux, il y a un délai, c'est la première représentation du temps que l'on peut avoir. C'est terrible ce temps. Le sein qui ne vient pas, le lait qui ne vient pas, etc. Bon, c'est épouvantable. Puis petit à petit, après tout, quand on crie, j'allais dire autre chose, excusez-moi, et que le sein se présente, on apprend un peu à attendre. Pourquoi on va apprendre à attendre? Quelles sont les bases? C'est-à-dire qu'on va pouvoir, comme dirait Mélanie Klein, on va pouvoir halluciner la présence de l'objet. C'est-à-dire que l'objet n'est pas là, le sein n'est pas là, mais il est tout de même là. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, bien évidemment. Hein, il faut que le sein réel soit présent. Et voilà, on a quelque chose de cet ordre-là, dans la représentation du temps. On va essayer de rétablir une connexion avec ce que je disais précédemment. Peut-être qu'aller au-devant des désirs, peut-être que, etc., il y a une connexion établie en termes de temps, en termes d'immédiateté de la satisfaction, en termes de « je ne peux pas attendre ». Il y a quelque chose, en tout cas, à mon avis, qui se joue. Parce que attendre, c'est quoi? Allez, on va utiliser un terme que tout le monde connaît. Attendre, c'est être capable de supporter un certain nombre de frustrations. Ah, ouais.
frustration, hallucination, fantasmatisation, délai, etc. On a tout de même de quoi faire une petite sauce, excusez le mauvais terme, on a de quoi faire quelque chose qui va faire un cocktail qui pourrait tout de même servir à expliquer partiellement, j'en conviens tout à fait, un certain nombre de difficultés, de risques, de dérives de ces adolescents, ou d'un certain nombre d'adolescents. Bon, bah écoutez, j'en ai terminé pour ça, donc c'est bien, mais je vais passer à autre chose. Rapidement, rassurez-vous, bah oui, parce que... Non, n'applaudissez pas, surtout pas. Bon, j'avais parlé dans le texte de conflit, je n'en parlerai pas, parce que sinon je vais être obligé de développer, mais ça vous les connaissez, les conflits. Conflits de valeurs, conflits de culture, conflits entre transmission, entre filiation et affiliation, etc., etc. Moi je parle juste un petit peu de la transmission. Parce que la transmission, ça me paraît important tout de même. Transmission, je pense que, comme un certain nombre de mes collègues, comme tous mes collègues d'ailleurs, on en parlait depuis ce matin, même s'ils n'ont pas tellement utilisé le terme de transmission, il est question de l'histoire des sujets, hein, des premiers temps de la vie, des premiers mois, des premiers, etc. Bon, la transmission, ben oui, elle est omniprésente, la transmission. Je vous dis tout à l'heure, on vient dans un cadre, on vient dans une histoire. Bon, mais cette histoire, elle est transmise. Elle est transmise. C'est pas uniquement l'histoire de mes parents, de ces parents-là, qui est intéressante aussi. Si, elle était très intéressante, mais c'est qu'elle-même, elle est une suite d'histoires. Et comme je le disais tout à l'heure, une suite d'identification. C'est-à-dire que les jeunes s'identifient à son père, il a refusé, enfin bon, ben voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui s'est joué à un moment ou à un autre, mais le père lui-même s'est identifié à certains des éléments de son propre père, qui lui-même s'était identifié, si lui-même s'était identifié, et vous voyez, la transmission, c'est une chaîne. C'est une chaîne tout à fait intéressante, la transmission. C'est une chaîne intéressante. Petite anecdote, c'est même pas une anecdote, d'ailleurs c'est un fait. On s'est intéressé à la transmission avec Pasteur, qui était à peu près contemporain de Freud. Et Pasteur a tout de suite mis en évidence que toute transmission implique une barrière de protection. C'est intéressant. On peut l'étendre à la psychologie, bien évidemment, à cette partie de la psychologie qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on met comme réaction pour ne pas accepter finalement la transmission, l'héritage que nos parents veulent. Ah, on a envie de transmettre l'héritage à nos enfants. On apprend. Des poètes nous ont dit, vos enfants ne sont pas vos enfants. Voilà, hein, ils sont les filles et les fils de la nature, etc. Bon, alors on a appris avec l'âge à faire avec ça. Mais bon, on a envie de transmettre un certain nombre de choses tout de même. Donc il y aurait, pour certains adolescents, la mise en, peut-être pour tous, mais avec des forces, des degrés ou des qualités variables, il y a toujours la mise en place, ou il y a le risque en tout cas de mise en place, et ça vaut peut-être mieux d'ailleurs, qu'il y ait la mise en place d'une barrière de protection qui ne consiste pas à tout absorber, comme le font les idéologies, comme les pratiques éducatives idéologiques surmoïques, hein, qui condamnent en quelque sorte l'individu qui leur succède à être le clone de celui qui les a précédés à très peu de choses près. Moi, je préfère ce que K.S. appelle la position mythopoétique, celle qui s'appuie sur l'ouvert, le créatisme. Mais ça, bon, c'est peut-être fonction d'une éducation. Hein, c'est un terme qui était très présent ce matin et cet après-midi. Bah, c'est vrai que, finalement, transmettre, accepter cette transmission, c'est se montrer fidèle et reproduire cette transmission, parce que c'est pas le tout de l'accepter, ça va être de la reproduire. Le père, dans certaines cultures, j'ai travaillé pas mal avec le Maroc,
pendant plus d'une dizaine d'années, avec des collègues marocains, c'est pas moi seul européen qui ai travaillé, c'est avec des collègues, donc avec leur pratique, des discussions, etc. Et c'est accepté aussi que on va transmettre ce qu'on a reçu, on le transmet. Voilà, on le transmet avec des marges de variation les plus faibles possibles, si on se situe dans le cadre d'une tradition observée strictement. La refuser, c'est être marginal, ou c'est risquer de l'être. N'oublie pas, c'est aussi pour l'adolescent qui refuserait de transmettre, plus ou moins intégralement, peu importe, c'est aussi exposer son propre père, ses parents, à une sorte de jugement des autres, un jugement de sa communauté, par exemple, qui lui dira, t'as vu ce que fait ton fils, ce que fait ta fille, tu n'es pas un bon père. Tu n'es pas un bon père parce que tu n'as pas su lui donner les éléments qui permettent de transmettre des valeurs. C'est ce risque. Alors, allez, j'ai plus qu'un point ou deux à aborder et je vais redonner un peu d'espace à votre parole. Dans tous les cas, si vous voulez, on n'épuise pas le sujet, je n'ai pas du tout la prétention de répudier le sujet, bien évidemment. Dans tous les cas, on va retrouver, j'ai l'impression qu'on tourne un petit peu en rond depuis pas mal d'années. Bon, peut-être qu'il y a des choses nouvelles, c'est évident. Mais on a des fondamentaux, je dirais. Des fondamentaux qui étaient déjà présents dans les années, allez, on va dire 70, chez Jacques Selos, un des pères de la loi de 45. Chez Fréchette et Leblanc, des Canadiens. Chez Claude Valgrave, qui a sorti un bouquin admirable en 91 sur la délinquance systématisée des jeunes. Chez Maurice Cusson, chez Michel Borne, chez, je viens d'en apprendre le décès il y a quelques jours, chez Szabó, un Hongrois qui était exilé, je crois, au Canada, membre de l'Association internationale des criminologues. Pardon. Et voilà, Szabó. Ah ben, il est décédé le 13 octobre. Je l'ai appris tout à l'heure. Voilà, bon. Alors, c'est vrai que ce sont des choses qui existaient déjà, des points qui existaient déjà, on les améliore un peu. Bon, c'est le propre de la science, de la démarche scientifique, d'apporter des éléments nouveaux, reste à en faire une synthèse. Mais je souhaiterais, maintenant, mettre l'accent sur un point. Je l'avais annoncé, celui-là je vais le tenir. Un point que j'avais annoncé, c'est sur la confiance. Alors ça, la confiance, là aussi j'ai l'impression que c'est pas du neuf. C'est pas tout à fait neuf, la confiance. On ne peut pas grandir sans avoir un minimum de confiance en soi, dans les autres, dans son entourage, dans un contexte social, etc. Bon, voilà, si on n'a pas confiance dans le développement socio-économique, dans le développement, dans la culture, dans les institutions, ces institutions, tant familiales que scolaires. Alors scolaires, ils étaient de l'autre côté, par là, ce matin, voilà. La scolaire, l'inclusion, etc. Bon, lisez, encore une fois je le recommande, c'est un vieux bouquin, 92, pour vous c'est vieux, de Claude Valgrave, W-A-L-G-R-A-V-E, bon, sur donc la délinquance systématisée. Un certain nombre de jeunes manquent de confiance en eux-mêmes, manquent de confiance dans les institutions, et alors que cette confiance est nécessaire. Cette confiance est nécessaire, il faut un appui sur soi, sur les autres. Alors, cette confiance, Jean-William vous en parlait ce matin, même s'il peut-être pas, je ne sais plus s'il a utilisé ce terme, mais il a dit que d'une certaine façon, moi je l'ai compris comme tel en tout cas, elle va s'instaurer dans les premiers temps de la vie. Si on prend la grille de Mélanie Klein, c'est la bonne mère. Dans celle de Mélanie Klein, c'est la bonne mère, celle de Winnicott, il ressemble étrangement. C'est ce qui va se développer de relations entre l'enfant et sa mère en particulier, et ses parents, j'ai envie de dire aussi, dans les 3-4 premières années de la vie. Parce que l'enfant va se soumettre finalement à ce que demandent ses parents, mais parce que
En contrepartie, il va avoir une certaine sécurité en retour. Il va avoir cette sécurité interne. Sans sécurité interne, on ne peut pas grandir, ou on grandit mal. On grandit toujours, hein, mais on grandit mal. Alors l'école, bon, vous savez, quand des ados vous rapportent que les profs, bien évidemment, interdisent de manger en classe, c'est évident, c'est normal, hein, et qu'eux-mêmes, j'ai envie de dire croque la pomme, sans jeu de mots, mais bon, ils se baladent avec une pomme, ils la croquent, qui disent oui, bah, dans ton quartier, oh là là, c'est une bande de voleurs, il n'y a que des antennes de télévision. Quand ils font passer ce genre de message, bon, bien évidemment, on n'a pas tellement confiance dans ce que peut apporter l'école comme élément de sécurité. Voilà, j'avais préparé une très belle conclusion, bien évidemment, hâtivement ce matin, pendant que mon collègue parlait, j'espère qu'il me pardonnera maintenant qu'il le sait, hein, mais je ne la donnerai pas parce qu'elle n'est pas si bonne que ça finalement. Mais je voulais simplement dire que c'est pas très nouveau. Héctor Rodríguez-Tobé avait parlé en 1970 d'adultes significatifs privilégiés, c'est-à-dire un adulte qui peut être un enseignant, qui peut être un prêtre. Ah, tiens, peut-être qu'il pourrait être un imam, prêtre, hein, etc. Quelqu'un en qui on accorde une grande confiance, on ne sait pas trop pourquoi, mais on lui accorde confiance en tout cas, parce qu'il est sympa, parce que, bon, voilà, et on peut lui faire des confidences. Vous savez, c'est le gamin, la gamine qui va à la fin du cours, voir le prof qui s'approche un peu en hésitant, trop savoir, il se tortille un peu, mais je voudrais vous demander quelque chose, madame, monsieur, etc. Ça ne m'envoie plus. Hein, on peut entretenir une petite relation de fin de cours, j'ai envie de dire, 2-3 fois, et puis après, ça passe. Dans les centres sociaux, dans les missions locales, il y a des équivalents à ce qu'on appelle effectivement des tiers éducatifs. C'est un grand terme à la mode depuis quelques années, qui commence à disparaître un petit peu maintenant. Mais bon, je vous conseille un chapitre d'un bouquin que j'ai écrit là-dessus. Mais bien sûr, bon, ce sont des éléments de conciliation, de réconciliation, de liens entre le jeune, enfin entre différentes parties du jeune, notamment entre les parties internes et ce qui fait finalement lien avec le monde externe et avec sa projection dans le temps. Et je vous remercie de m'avoir supporté. Je vous cache pas que j'avais peur parce qu'il y avait un pavé encore. Non, mais c'était j'ai dit bien. que je n'en parlerai pas. Ah d'accord. Non, mais c'est-à-dire il y a encore à dire. Voilà ce que j'ai. Alors quelle question, hein? Vous n'allez pas nous quitter comme ça, hein? C'est interdit de laisser passer. C'est moi qui décide. Allez, 1, 2, 3, déjà. Où est le micro? Il y a des questions, hein? Tu as dit beaucoup de choses. Ouais, mais attention aux questions pièges. Ah, mais ça ne sera pas comme pour moi, hein? On va pas... Je te les passe. Plus fort, hein? Parlez dans le micro. Sinon, je vous donne le mien. Venez ici. Non, mais il y a des micros. Non, mais il ne marche pas. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Amélie Briand. Je fais essentiellement de la médiation artistique. Je viens de l'art, mais j'ai toujours travaillé dans le social. J'ai commencé dans un foyer d'accueil d'urgence pour mineurs. Donc, on accueillait des jeunes de 12 à 18 ans. Et là, je travaille dans le même ESAT que ma collègue. On accueille des personnes en situation de handicap mental et psychique. Et en fait, ce que j'aimerais vous demander, et surtout aussi à l'Assemblée, si vous aviez, vous, proposé des solutions, en fait, pour rétablir ce lien qui est cassé. Et par quels moyens, peut-être, vous avez essayé de renouer ce lien? Parce que moi, je suis en recherche de solutions, de liens, et c'est ça que je voulais dire, c'est voilà, des solutions aussi concrètes sur le terrain. Merci, continuez. Un lien personnel, ça pose à vous d'une manière générale. C'est-à-dire, c'est une situation qui vous incombe ou c'est une question générale? C'est une question générale pour... comment dire. Par exemple, quand il y a eu les événements de Charlie Hebdo, je travaillais dans ce foyer d'accueil d'urgence où
voilà, les jeunes restaient sur quelques jours seulement. Et ça a fusé, bah, c'est bien fait, c'est bien fait. Et je me disais, mais comment en fait entamer la discussion, comment créer des liens. J'ai eu le sentiment de trouver des solutions par la médiation artistique. Mais j'aurais aimé, tout à l'heure, j'ai entendu un exemple concret qui parlait de théâtre. Je serais vraiment très curieuse de savoir si, voilà, que ce soit en prison, que ce soit dans d'autres établissements, si vous avez trouvé des moyens pour créer un lien avec ces personnes en fait, qui sont dans des idéologies différentes des nôtres. Un lien pour, voilà, pour discuter, et puis pareil, pour la même personne pour laquelle on s'interroge, comment créer ce lien. Voilà, je ne sais pas s'il y a des exemples, si des gens ont expérimenté. Eh bien, ça tombe très bien parce que j'avais proposé à un milieu carcéral, pas le Bois d'Arcy, mais un autre, mis à Fresnes, de monter des pièces de théâtre. Ils étaient preneurs, mais malheureusement, la personne qui a monté le projet, à la dernière minute, il a dit que moi, la prison, ça me fait peur et le projet est tombé dans l'eau, mais il peut reprendre avec vous. Voilà. Hein? Donc on va monter des pièces de théâtre avec... il faut envisager qu'il y aura des imams, qu'il y aura des rabbins, des prêtres, tout, des moines. Ça sera intéressant. Voilà. Peut-être avec toi aussi. Ben voilà déjà une équipe. Et puis si, je te connais. Tu viendras par curiosité. Je suis déjà allé à Fleury-Mérogis, mais j'ai pas envie d'y retourner. Non, mais pour monter les projets. Oui, ça c'est différent. Il y avait... Oui. Notre ami, voilà. Je voulais revenir sur les enfants que vous décriviez tout à l'heure, enfants délinquants, qui se retrouvaient devant un juge des enfants suite à des passages à l'acte délictueux. Si j'ai bien compris, ce sont des jeunes qui ont eu une enfance difficile, certainement qui relevaient de l'article 375 du Code civil de la protection de l'enfance, qui n'ont pas bénéficié peut-être au domicile de bonnes conditions, je dirais, de développement, tous les étages. Mais alors du coup, comment ils peuvent avoir confiance dans cette société? Comment ils peuvent avoir envie d'un projet, de regarder l'avenir, alors qu'on a judiciarisé leur souffrance et qu'ils se retrouvent devant un juge? Quelqu'un qui va intervenir sur les deux questions, s'adresser aussi à vous. Moi j'ai un petit mot à dire, mais après, je ne vais pas m'engager comme tout à l'heure. Je me préserve. Quand j'étais jeune, j'étais un fonceur, je suis un taureau maintenant. Avec l'âge, je préfère à vous. Oh là là, mais là, un tic, il est toujours en train de dire comme ça. Voilà, je la dénonce. Je voulais juste répondre. À Bois d'Arcy, il n'y a pas que Bois d'Arcy comme prison, mais il y a une médiatrice culturelle et il y a tout un tas d'initiatives théâtre, conférences, et ils ont monté aussi une émission radio qui est passée le 30 septembre sur France Culture, où ils avaient fait un atelier radio. Il y a aussi un atelier journal, une fois par semaine, ils rédigent un journal interne à la prison, ils interviewent des gens, ils ont fait venir Maëlys de Carangal pour la faire s'exprimer sur le processus d'écriture. Ils racontent des blagues. Enfin bon, il y a énormément d'initiatives à l'intérieur du milieu carcéral. Le théâtre en prison, c'est pas nouveau, je veux dire. Non. Depuis des années. Voilà. Donc il y a beaucoup d'initiatives. Après, il n'y en a pas assez vraiment, mais il y en a beaucoup. Bah oui, enfin oui. Moi, j'anime un atelier de débat philosophique et effectivement, ce sont des belles rencontres, c'est un exploit, on peut discuter entre eux et que ce n'est pas simplement des discussions de type ou sur des problèmes avec des espaces intimes, privilégiés, la parole est libre, on sait que tout ce que dit là, c'est des belles rencontres que moi je fais avec eux et qui font ensemble. C'est intéressant. Pour répondre à votre question, Il faut bien parler dans le micro. à votre question, j'ai justement. C'est important ce que vous avez dit. C'est un travail de recherche où j'ai théorisé ce qui se passait justement dans ce genre
Là, je parle de plus fort, je parle le plus fort possible, mais voilà, il faut que la sono suive. Merci. Donc j'ai théorisé sur ce qui se passe justement, parce que on sait tous les éducateurs savent qu'emmener des gamins faire une escalade, les emmener faire une croisière, faire une action de théâtre, ça fait quelque chose. Mais par quel mécanisme? Et c'est tout le travail de recherche que j'ai fait en thèse en sciences de l'éducation récemment, justement, pour décortiquer quels sont les leviers sur lesquels ce type d'action fonctionne. D'abord, c'est l'imaginaire. Et je pense que ça, c'est fondamental, c'est que d'abord, et les participants et les intervenants rêvent ensemble. Ensuite, il y a la corporéité, mobiliser le corps, ça veut dire créer une humanité qu'on partage tous ensemble. Il y a une croyance, donc on parlait de la confiance. Confiance, c'est avoir foi en. Donc, on fait croire ces jeunes à quelque chose. Ce qui veut dire qu'en amont, il y a un travail éthique extrêmement important à mener pour savoir jusqu'où j'ai le droit d'aller et où est-ce que je dois m'arrêter. Qu'est-ce qui va être intrusif, qu'est-ce qui va être manipulateur, Et ça c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il y a un amont éthique quand on met ce genre de travail en marche qu'on doit avoir. Et au bout du bout, je vais pas vous traduire tout ça, mais au bout du bout, c'est l'empowerment. C'est-à-dire que ce qu'on recherche, c'est que les gens puissent se ressaisir de leur destin, de leur corps, de leur et de leur vie. Et ça, c'est-à-dire, c'est tout le travail de recherche qui permet justement d'avoir des autres outils d'évaluation que combien de gens ont participé, est-ce qu'ils ont été contents, et pour monitorer. Juste pour finir là-dessus, moi quand j'ai commencé à faire de la médiation artistique, On vous enregistre. quand j'ai commencé à faire de la médiation artistique sans études à ce propos, c'était vraiment intuitif avec ces jeunes dans ce foyer d'accueil d'urgence. Donc c'était un foyer de pure urgence dans le sens où on les accueillait entre 1 et 3, 4, 5 jours. Donc ils sortaient de la rue ou ils venaient d'arriver sur le territoire. C'était sur 2 hivers, donc c'était vraiment des situations terribles. Les éducateurs avec lesquels je travaillais se concentraient sur l'écriture de leur histoire, qui était assez dramatique. Tous les enfants, c'était dramatique. Ils étaient autant victimes que l'inverse. Et moi, c'était un test, je faisais pas le poids clairement face à ces jeunes. Et finalement, le fait de leur proposer de faire, d'inscrire leur nom peut-être sur les murs avec leurs outils, donc des bombes de couleurs, des choses comme ça, j'ai été la première surprise en fait de voir que quelque chose se passait, parce que je leur ai demandé, en fait, on leur parlait, la toute première, comment dire, le premier accueil qu'on leur faisait, c'était qui es-tu, d'où viens-tu, qu'as-tu subi ou qu'as-tu fait. C'était que sur des choses extrêmement négatives. Donc les personnes étaient soit prostrées, on avait souvent des traducteurs, en fait, on appelait, donc c'était téléphonique, les traducteurs, donc c'était très invasif. Personne ne leur demandait ce qu'ils savaient faire de bien. Alors, moi, je vous avoue que c'était intuitif et que j'avais peur de ce que je faisais aussi. Mais le fait de demander « que sais-tu faire ?» moi, j'étais la première, mais complètement surprise de voir qu'ils avaient tous un talent hyper développé en danse, en slam, en rap. C'était incroyable. Et du coup, je me dis juste que là, même aujourd'hui, on a beaucoup parlé du passé. C'est intéressant, c'est comprendre le processus de radicalisation, mais je pense que c'est aussi important de parler de la force que peut générer ces souffrances acquises, subies dans l'enfance, que ces personnes-là ont une force aussi assez grande qu'il faut aussi, qu'il faut d'abord, sur lesquelles il faut aussi s'appuyer pour les transformer en fait en actes artistiques, actes dans tous les sens. Donc moi je suis persuadée de la médiation artistique. Après je sais pas comment, quels moyens, mais parler aussi de ce côté positif, de cette force et de cette rage qui peut être positive dans l'acte artistique ou autre. Donc, et pas seulement parler des points négatifs qui, en fait, amènent aussi les personnes à être complètement fermées. Voilà. Ils vont rester entre eux. Un des principes de l'intervention, non mais je pense que ça fait écho avec les expériences des uns et des autres. Un des principes, c'est justement de ramener ces gens à nous, et nous d'aller vers eux. Bon, un exemple anecdotique, mais qui traduit bien ça, j'ai travaillé avec les enfants des rues au Brésil au moment où il y avait le changement du cruzado au real. Il fallait compter 2700 cruzados pour un real. Ben, les gamins des rues, ils monnayaient la conversion. À l'époque, il n'y avait pas de calculette, et ils se faisaient de l'argent comme ça, en donnant à la ménagère ce que ça donnait en ancien cruzado, les prix qui étaient affichés dans le marché. Donc ils ont des compétences inouïes. Et dans les centres éducatifs fermés ici,
à Melun, etc. Ces gens ont des compétences à partir du moment où on les valorise par ce travail artistique justement. Eh bien, on arrive à des choses super. Je pense que justement, quand on parlait de l'imaginaire tout à l'heure, c'était ça. Je sais pas ce qu'on a voulu me faire, mais c'était pas gentil. Et il y a une chose que je voudrais juste conclure là-dessus, que j'ai oublié de dire. Je pense que l'islam, c'est aussi le refoulé colonial. Il ne faut pas oublier que si ça se cristallise dans les quartiers en ce moment comme l'antisystème par essence, c'est parce qu'il y a ce refoulé colonial qui n'a pas été travaillé, ni d'un côté, ni de l'autre. Et qu'on a fait une décolonisation, on s'est dit, bon, ça y est, c'est fini, c'est terminé, on met le... Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et ça, c'est ce qu'il faut travailler par l'imaginaire. Et ces pièces de théâtre, justement, permettent de l'envisager de façon tout à fait... Vous êtes la nouvelle génération, vous n'avez pas à porter le poids de ça de vos parents. Notre professeur veut dire un mot, puis après. Non, bah, simplement, je voudrais... oui, ça arrive peut-être un petit peu après coup, enfin, ça arrive à coup sûr après coup. Bon. Oui, tu avançais, ou quelqu'un avançait en tout cas l'idée de créer quelque chose. Et je crois que la création, il me semble qu'il manquait en quelque sorte une marche dans ce qui était dit, enfin, tout au moins dans ce que j'ai entendu. C'est que toute création doit s'accompagner pour être véritablement validée et entendue comme un mouvement. Elle doit être validée par le public en quelque sorte. Que c'est voilà. Alors j'ai rencontré cela. J'ai fait partie à un moment avec Vincent Père, un sociologue, etc., d'un comité interministériel. Sur, vous avez peut-être entendu, ça remonte à une vingtaine d'années au moins, sur les jeunes les plus en difficulté. Il a duré quelques années. Il réunissait des représentants de différents ministères, sport, intérieur, etc., éducation, et qui consistait à examiner des projets, présenter et par des éducateurs, des encadrants, disons d'une façon générale, et par des jeunes. Voilà, c'était un travail collectif. Par exemple, retaper un vieux bateau, et puis, une fois qu'il aurait été retapé, ce vieux bateau, bah écoutez, organiser des promenades en mer pour des touristes, etc. J'ai cet exemple en tête, je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'aime bien la mer, mais voilà. Et il y avait une reconnaissance qui était apportée sous une forme d'une somme très modique d'ailleurs. C'était quelques milliers de francs, je crois que c'était encore des francs, je crois, à l'époque, quelques milliers de francs, mais là, il y avait une reconnaissance, et en général, les retours qu'on avait un an plus tard, c'est que le projet avait bien marché, tout au moins dans les débuts. Après, il faut l'alimenter, il faut, comme on dit, remotiver les gens. Les motivations, elles ont besoin d'être réalimentées en permanence, ou en quasi-permanence. Et ça, c'est bien, c'était une forme de reconnaissance par une institution, vous vous rendez compte, un comité interministériel qui validait en donnant un peu de sous, tout un travail de remise en état qui impliquait des collaborations avec des profs d'un lycée professionnel, avec des pêcheurs locaux, avec des menuisiers, avec bon, voilà. Alors là, on avait tout de même un projet et sa validation et une reconnaissance surtout, je crois. Ça, c'est important. Pardon ? On pouvait encore faire des choses. Pour la petite histoire, ça a été arrêté faute de crédit. J'aurais dû vous donner la parole parce que oui. Oubliez le fil conducteur. Agnès Faucon, je dirige un centre social à Clichy-sous-Bois, Montfermeil, en Seine-Saint-Denis. Centre social de Clichy-sous-Bois, Montfermeil, en Seine-Saint-Denis. J'avais une question parce que je suis intriguée qu'elle n'ait pas surgi depuis ce matin. C'est la question du genre et des filles et des garçons. On parle d'adolescents, on parle de jeunes en construction, avec plus ou moins d'aléas, mais il n'y a pas de spécificité particulière qui a été évoquée entre garçons et filles. Or, il me semble que dans ces âges-là, les choses se jouent de façon extrêmement différenciée. En tout cas, pour ce que j'en ai comme expérience quotidienne dans mon centre social, la façon dont les filles se construisent par rapport à ces questions de radicalité ou pas, ça semble concerner beaucoup plus dans vos discours respectifs les jeunes gens. Est-ce que c'est moi qui ai mal compris ou pas? Les jeunes garçons, je veux dire. Voilà. Je voulais poser cette question du genre parce qu'elle me paraît quand même importante quand on parle de cette population à cet âge. Quelqu'un qui veut intervenir? Mais moi j'ai un sentiment pour Clichy-sous-Bois, on intervient à Migration Santé, très bien. Et puis à Bois d'Arcy, je garde un souvenir magnifique dans les années
1990, et comme tu as dit, ça ne rajeunit pas. Donc c'est pour vous dire, le milieu carcéral, ça m'intéresse tellement. Et comme j'ai dit à notre ami tout à l'heure, une fois, un gardien, il est intervenu parce qu'il m'a vu donner une gifle à un jeune, mais il faut voir, baraqué, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et il avait peur, il m'a vu un petit peu réagir. Et pourquoi? Parce qu'il y a l'affectif qui manque. C'est des jeunes qui ont besoin d'être aimés. Et moi, quand j'ai intervenu, c'était pour leur dire qu'ils sont beaux, qu'ils sont forts, qu'ils ont de la chance d'être jeunes, que la vie, comme dit Maupassant, c'est pas quelqu'un qui renifle du sable, mais c'est quelqu'un qui le renifle parce que tout le monde, mais de se lever, et que la vie, c'est tout le temps qu'on vit, donc c'est de les valoriser, c'est de montrer. Et à un moment donné, j'ai dit à l'un d'eux, vous savez, hein, j'ai un fils comme vous, mais il ne me regarde pas, et s'il me regarde avec, je dis comme ça, je lui donne une gifle, il m'a dit, mais alors j'aime bien que vous me donnez une gifle. Eh bien, je l'ai donné, c'est une gifle salutaire. Donc c'est pour vous dire, on peut être, les parents, c'est-à-dire dans l'éducation, je ne donne pas de gifle à mes enfants, mais une manière de dire, mais quelquefois quelqu'un qui vous pousse dans le bon sens, et quand j'ai dit, moi, c'est l'éducation qui manque à ces enfants, c'est pas pour éliminer toutes les autres activités qui se font, hein. Moi je suis pas dans ce milieu, mais j'apporte ce que je peux, voilà. Pardon? Ah oui, c'est vrai. Ben oui, mais c'était dans... Mais il faut les contextes, mais je l'ai fait par amour. Et non pas par agressivité. Moi, le pacifiste. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ah, mais elle n'a pas de réponse. La réponse. Mais non. Ah non, mais attendez, dans les cultures traditionnelles, vous savez très bien que c'est le genre, c'est les femmes qui sont les gardiens du temple. Hein. Et tout à l'heure, on a parlé des cultures de l'islam, ça se voit pas, on a l'impression que c'est l'homme qui fait tout. Ah oui, Dominique, c'est ce qu'il a dit. Ah oui, il a dit déjà. Donc ici, je pense, dans une société, Stéphane, il a dit, il y a le problème, c'est pour cela qu'on a voulu, nous, en tant que Migration Santé, parler de la radicalisation, parce que c'est de notre devoir. On m'a dit une institution, hein. Ils ont dit, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur Moubaraki, hein, Migration Santé, qu'est-ce qu'il va faire avec un sujet comme ça? Je leur ai dit, mais la radicalisation, c'est pas uniquement ce que disent les médias, c'est pas la stigmatisation, mais nous, on est là pour faire une radioscopie. Et moi, j'aime bien ma mère. Si je vois dans ma mère, dans sa radio, il a un nodule qui est malin, je ne vais pas lui dire, maman, je vous aime, vous n'avez rien du tout. Hein. C'est que je dois voir la réalité telle qu'il est. Donc c'est dans ce sens que nous, on a programmé cette journée, c'est pour en parler. Mais revenons au genre. Eh ben, on est dans une société qui n'a pas réglé effectivement cette question de la colonisation, et on n'en parle pas. Si on en parle, c'est comme un déni. Il ne faut pas en parler parce que chacun se trouve gêné. Mais il faut en parler de chaque côté de la Méditerranée. La France, c'est comme un couple, il a un passage, il s'est marié de point de vue culturel avec d'autres, mais quand on a des enfants, eh ben, qu'on les adopte aux noces, ce sont nos enfants. Donc il y avait tout un passage historique, à un moment donné, il faut voir tout ce legs de l'histoire et où on a réussi. Moi, j'ai fait des projets de prévention à l'hôpital de Annaba, Bougie, dans le temps. Et on m'a appelé pour parler du sida, parce qu'ils n'osaient pas parler du sida, mais vous venez de Paris, de France, et j'étais à la radio et j'avais fait des conférences sur le sida. Finalement, c'était une banalité et tout le monde me parlait en français. Et puis, on parlait de Victor Hugo, me citant des poèmes. C'est dans les gens, une fois qu'on sache qu'on est venu de France et tout ça. Mais il y a une culture qui est là, et on voit dans la guerre en Algérie, uniquement l'OAS, uniquement les règlements de compte, uniquement etc. Mais il n'y avait pas que ça, il y a une culture, il y a un savoir, il y a un partage, et à un moment donné, eh ben, il faut qu'on en parle et puis qu'on en passe aux choses sérieuses. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici en France, si vous prenez les garçons et les filles, ben on nous dit que les filles maghrébines ou les filles arabes, ils réussissent mieux que les garçons. Et on ne sait pas pourquoi que les filles réussissent plus. C'est pas parce qu'ils sont plus intelligents,
mais parce qu'il y a un contexte qu'on n'a pas réglé et qu'il y a des problèmes qu'on stigmatise un petit peu plus les garçons que les filles. Et puis, bref, c'est un sujet qu'on peut en prendre pour le 8 mars. Le 8 mars, tôt le 8 mars, on se retrouve ici, il y a toujours plein la salle, et on discutera. Vous allez me laisser vos coordonnées, et le 8 mars, on fera un sujet sur les faits, le genre, et on discutera. Juste une observation, bonjour, je suis Sagir Lamia, juriste au CIDFF de Nanterre. Plus fort, parce qu'on vise en rue. Je suis juriste et je travaille pour le CIDFF de Nanterre. Donc c'est un centre sur le droit des femmes et des familles. Et je trouve la remarque de madame très pertinente et je suis aussi très étonnée qu'on n'en ait pas parlé depuis ce matin. Il n'y a pas une culture plus violente qu'une autre. Ces questions-là, ça permet aussi, dans le cadre de l'école, vu que c'est une obligation dans le cadre de l'éducation nationale, de parler de citoyenneté. Et je pense que ça permet d'ouvrir un débat, d'éveiller un esprit critique, de prendre du recul, etc. Pas spécialement autour du 8 mars, mais moi, en tant que juriste, et quand on fait des actions dans un milieu scolaire, je pense que c'est très très important de prendre cette question du genre en compte. Ça fait partie de, comme l'aspect psy, développement, etc. Il faut pas ça ne concerne pas que les femmes, pour le coup. Donc merci. Non, j'ai dit le 8 mars parce que chaque année, on fait une journée d'études sur la question. Ici, c'est uniquement dans ce sens. Et puis, ça sera intéressant que vous intervenez toutes les deux. Moi, j'ai juste une question et une remarque. Il y a 97% des détenus qui sont des hommes et 3% des détenus qui sont des femmes. Oui. Donc, au-delà de la société patriarcale méditerranéenne, il y a peut-être aussi des questions de testostérone, non? Là, vous me provoquez presque. J'ai assisté avec des jeunes maghrébins de la banlieue. Et croyez-moi, j'ai vu des jugements qui sont très sévères pour ces jeunes de la banlieue par rapport à d'autres qui ne sont pas de la banlieue, qui ont fait des choses un petit peu plus graves, et il y a quelque chose à mettre il faut voir que l'iceberg, quelquefois on n'ose pas en dire, on voit que la partie apparente, mais le dessous, j'ai vu que des jeunes sont un petit peu... Nous, par exemple, imaginez, on a un jeune qui est adopté par Migration Santé, il a 20 ans, il a fait, je dirais, l'Afrique, traversé la Méditerranée, se retrouver ici, demandeur etc., pendant 4 ans. Et dernièrement, il se retrouve en prison pour des choses banales. Donc c'est pour vous dire, quelquefois, la justice, je la respecte, mais la société, avec tout ce qu'il produit, mais on en discutera du Maghrébin et de la Méditerranée. La testostérone, ouais. D'accord. Non, mais c'est pas une question, c'est une question d'éducation comme pour tout le monde. Absolument. Une espèce d'égalité entre guillemets de traitement entre les hommes et les femmes. Il me semble qu'il y a de plus en plus de violence chez les jeunes femmes. Oui, continue. Voilà, je pense que la radicalité aussi est en train de passer la frontière du genre. D'accord. Après, je n'ai pas les chiffres pour voir quelles sont les représentations de cette radicalité chez les jeunes femmes, chez les femmes. Mais moi, il me semble quand même que ces dernières années, on a entendu quand même beaucoup parler par les médias de radicalisation de jeunes femmes. C'est quelque chose dont on a parlé aussi au Maroc, dont on a parlé en Tunisie, du retour de ces femmes. Donc, je sais pas, il y a peut-être quelque chose aussi à travailler autour de ça. Femmes, radicalité, éducation, vers quoi on va, où sont ces frontières, peut-être de l'éducation, et qu'est-ce qui se perd peut-être pour justifier les 97% et les 3%. Je suis pas sûre que les chiffres soient... Si. Ah bon, d'accord. Bon. D'accord. Bon. Moi, il m'avait semblé qu'il y avait une montée de la violence chez les jeunes femmes. Pardon, vous avez raison, et la dame elle a raison. C'est-à-dire si on prend ces jeunes, non de 7%, mais en France, combien de femmes en prison, la proportion?
Ah, voilà. Donc, il y a moins de femmes que d'hommes. Donc, voilà. Donc, ça peut... Ah oui, j'avais cru, moi, j'ai pris le pourcentage, j'avais cru que le 7%, c'est exagéré. Oui, oui. Oui, 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 oui. Mais ça vaut le Tous coup. les Donc, confondus. on ne peut pas tout traiter, sinon on va dire des banalités, ni tout ça. Pardon. À Fleury-Mérogis, donc pour rencontrer les personnes qui sont candidates pour suivre des cours par correspondance, des détenus. Fleury-Mérogis, donc maison d'arrêt des femmes de l'ordre de 300 femmes, les maisons d'arrêt des hommes 4200. On a 70% de demandes qui viennent de femmes. Donc ce que vous disiez, quelqu'un tout à l'heure disait, il y a les femmes, les filles en termes de réussissent mieux actuellement au niveau des jeunes. C'est pas que lié non plus à un type de population, notamment la population d'origine arabe. Là, notamment dans les femmes en Fleury-Mérogis, on trouve des personnes d'origine gauloise, comme on dit, d'origine arabe, pas beaucoup d'origine sud-américaine. Donc, vous voyez, il y a des cultures très différentes. Et cette motivation ou cette volonté de se former, d'apprendre, de s'instruire, elle est nettement plus forte chez les femmes que chez les hommes. Bien sûr. Mais là, je reviens et je donne la parole à... Si vous avez lu ce livre, les classes laborieuses, classes dangereuses, c'était à la fin du siècle, du 19e siècle, début du 20e siècle, et on a démontré la délinquance en prison, c'était les Bretons, c'était tous les gens qui viennent de l'extérieur, les migrations en interne de la France, c'est-à-dire ceux qui se trouvent à la frange de la société, dans les banlieues qui sont concernés, ceux qui se trouvent en moment de crise, eh bien les problèmes ils sont plus. Donc ceux qui sont venus en ce moment, c'est les Maghrébins, c'est les Africains, ils se retrouvent où? Dans les franges périphériques de la société et dans les situations difficiles. Quand on parle des quartiers délaissés, etc., 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 c'est normal qu'on les trouve plus nombreux dans des lieux où il faut faire une rééducation, comme je dis. Donc ça, c'est pas propre au testostérone des Maghrébins ni d'Asiatiques. non, j'ai dit ou de quelqu'un d'autre. C'est propre à la société et ses situations. Y aurait-il pas une forme de responsabilité, je provoque un petit peu, mais il est faire nuit dehors, des mamans méditerranéennes d'une façon générale? On sait elles déifient complètement leur petit bonhomme. Et les nanas en prennent un sacré coup, en tout cas quand elles sont mômes. J'en ai des tas d'exemples autour de moi. C'est issu de Tunisie, d'ailleurs, d'Arabes. J'ai jamais eu un tel exemple que chez les Italiens, par exemple. J'ai eu des mamas italiennes chez mes copains, c'était insupportable. Et même chez les pieds noirs, je connaissais pas ça au retour des années 60. Et je me suis dit, bah dis donc, il y avait quand même une observation. Moi, j'étais pas formé comme je le suis maintenant que je suis un petit vieux. Mais j'ai compris quand même que les petites nanas... quand la maman on disait, allez hop, c'était elle qui faisait le service à table, allez, t'emmènes le couscous. Je disais, attends, oui, moi je me levais pour aller faire la vaisselle en fin de course. Mais non, tu vas pas te lever. Ben, si, je me lève, j'y vais. Mais je passais pour je ne sais quoi. Et il y a une, alors je ne sais pas d'où ça vient, parce que là, c'est des phénomènes culturels très anciens, et pas forcément exclusifs, mais il n'empêche que c'est observable. Les mères, j'allais dire les mères méditerranéennes, ça fait pas un jeu de mots très subtil, mais elles ont quand même des caractéristiques. Elles ont été elles-mêmes l'objet de ce genre de choses. Elles sont très aimantes, mais comme disait l'un de mes copains juifs pieds noirs, ah bon, ma mère, hein, c'est bien une mère juive. Hein. Ah oui, une mère juive et méditerranéenne, et ça pèse très lourd. Je sais pas d'où ça vient. Hein, je dis pas ça pour emmerder le monde, parce qu'après la testostérone, c'est un peu l'inverse, mais bon. Ah non, non. Ouais. Mais je l'ai dit tout à l'heure, je vous ai donné raison avant que vous dites, les gardiens de temple, c'est-à-dire de cette culture traditionnelle, que ce soit autour de la Méditerranée ou ailleurs, c'est toujours la maman. C'est la mère qui éduque et c'est la mère qui, par elle, que ça passe tous les chemins, que ce soit ici en France aussi, il y a 2, 3, 4 siècles. Hein, c'est connu que dans les sociétés anciennes, où la mère à l'intérieur c'est elle qui éduque, dans le sens où c'est la société patriarcale, c'est des schèmes, c'est de la reproduction de la société qui se passe. Maintenant, cette modernité et ce apport, c'est sur ça qu'on doit travailler. C'est un petit peu comment des personnes qui sont venues d'une culture qui a tout ce que vous avez dit, ils se retrouvent dans une culture
ça a été dit, hyper moderne de ce matin, et comment on va faire ce lien. Donc c'est tout un travail qu'il faut le faire. Et comme dirait l'autre dans Le Petit Prince, apprivoise-moi, donc on est dans comment apprivoiser l'autre, et comment être tolérant que le migrant ne fait pas tout le trajet. On en est en France, vous devrez faire comme ça. C'est un petit peu ce genre qu'on doit lutter contre, qu'on doit répondre. C'est-à-dire que la société française, elle évolue. Bon gré mal gré, il est devenu multiculturel. Et comment nous, tous ensemble, que chacun de nos concitoyens trouve sa place avec sa richesse qu'il apporte, et non pas dans ce sens qu'on lui colle, vous êtes un maghrébin, donc vous êtes d'une société, vous êtes ceci, cela, etc. Nous, maintenant, en 2018, comment on doit faire, malgré toutes les situations de crise sociale, politique, etc., comment ces valeurs du siècle de lumière dont on parlait tout à l'heure, ou en mangeant, c'est comment ces valeurs de Voltaire. Et croyez-moi, j'étais à un grand colloque à Leeds, en Angleterre, il y avait l'ambassade, j'étais dans une délégation, et on parlait un petit peu de black and white. J'ai entendu, je ne connaissais pas beaucoup l'anglais, j'ai arrêté, il y avait le ministre là-bas de la santé, il y avait un monde fou dans le temps, comme je vous ai dit. J'ai dit, mais je ne me permets pas, moi, fils de Voltaire, d'entendre qu'on est des blancs et des noirs, et si on n'a que le sang rouge dans nos veines, je ne sais pas ce que j'ai raconté dans le temps. Eh bien, le soir, j'étais invité comme l'homme universel. Donc, ce qui nous lie, c'est ces valeurs de la République, c'est ces valeurs de ce siècle des Lumières, comment nous, on est le legs, et lui, c'est le citoyen, le droit de l'homme. Donc, voilà la transition, c'est-à-dire cette science qu'on apporte, c'est pour servir notre citoyenneté et qu'on est vigilant et responsable. La conclusion nous donne... je voudrais ajouter un mot. Le dernier est à vous. Je voudrais ajouter un mot. Ne partez pas parce que c'est pas dans ma culture comme dirait l'autre. Permis. Allez-y. Oui. Quand je lis le titre, comprendre le processus de radicalisation... On vous enregistre, c'est pour cela que je crie moi, c'est parce que là-bas on me dit... Je travaille au centre social intercommunal de Clichy-sous-Bois à Montfermeil. Ouais. Là, avec un accent sur la jeunesse. Je travaille énormément avec les jeunes du Grand Ensemble. Donc là, quand je lis le titre, comprendre le processus de radicalisation, sensibilisation et prévention, donc merci pour cette journée parce que ça me remplit pas mal de cases, certaines interrogations. Mais par contre, j'ai quand même du mal à comprendre que des jeunes se promènent en Kalachnikov, tirent sur tout ce qui bouge dans nos quartiers, pas dans nos quartiers, mais dans nos rues. Et ça... On peut parler de la jeunesse, on peut parler de ce qu'on veut d'un point de vue psychologique ou autre. Il y a un côté quand même intemporel. J'ai 50 ans, c'est la première fois que j'entends parler de des actes qui ont eu lieu récemment. En France, voilà, je n'ai pas connu ça auprès de notre jeunesse. Donc voilà, c'est juste pour dire ça. Ah ouais. Donc la conclusion, personne... Non, toi. Mais oui, non, mais je dis alors ça vient avec... conclusion, c'est vous deux. Non, moi je fais pas de conclusion. Juste un peu de grain mou dans votre moulin. Françoise Couchard, une psychanalyste, parle à propos des garçons, de ceux de la culture que vous évoquez. Elle parle de roitelet. Elle utilise le terme de roitelet. Et que la réussite supérieure, plus grande des filles à l'école, elle l'explique par le fait que l'école offre un lieu, un espace de sécurité dans lequel les filles peuvent investir. Alors que chez elles, c'est... Alors peut-être ça change, ça évolue, tout ça, ça dépend des familles, mais chez elles, c'est plutôt la vaisselle, les courses, le ménage, se cacher, se montrer, etc. À l'école, elles peuvent se montrer. Effectivement, les garçons, quand ils vont à l'école, eux, ils sont un peu déstabilisés. Oui, ils ne sont plus considérés comme des roitelets, ce qui expliquerait le différentiel de réussite entre les filles et les garçons. Donc je vous recommande Françoise Couchard, une psychanalyste, j'ai pas de titre en tête comme ça, mais elle écrit pas mal sur... Oui, vous avez peut-être le titre? Non, mais il y a un bouquin passionnant d'un sociologue, chronique de la famille Belloumi, je vous dis ça de mémoire, c'est une analyse sociologique, il a suivi une famille d'immigrés, le papa est venu d'Algérie dans les années 60 ou 70, et donc il a suivi les 5 ou 6 ou 7 enfants, je ne sais plus, ou même 8, et évidemment, les filles, les aînés se sont battus, ont fait des études, etc.,
et les garçons, c'était plus chaotique. Donc ça rebondit tout à fait sur ce que vous dites. Donc, c'est vraiment très très intéressant parce qu'il les a suivis pendant 10 à 15 ans, et y compris leur réaction vis-à-vis de Charlie. Mais Donc, je peux vous... Voilà, oui. Et après, je peux vous conseiller le livre de Monsieur El Moubaraki, qui est cette personne qui vous parle. C'est vous qui m'avez un petit peu lancé, et j'ai suivi dans une thèse à la Sorbonne. Bref, elle est publiée chez l'Armat. Et c'était les Marocains du Nord. Et j'ai suivi 3 générations qui sont venues d'un groupement villageois. Ils n'étaient ni à l'école primaire, ni à l'école française, ni arabe, ni rien du tout. Ils sont venus du Nord, c'est d'une région que je connais très bien, et que j'ai démontré à la 3e génération. Ils ont tous réussi. Et c'était dans les années début 80. Il me dit que je suis un idéaliste et je ne peux dire que ça. Mais ça veut dire mais pourquoi? Parce qu'il y avait un contrôle social, parce qu'il y avait, un amour dans ces familles, et que finalement, si on trouve un espace qui nous permet de s'épanouir, il n'y a aucune raison, quelles qu'elles soient nos origines, de ne pas s'épanouir. Voilà, à vous. Oui, c'est un petit peu dans ce sens, mais différemment. Oui, alors je prolongerai un petit peu la discussion, peut-être, avec un apport qui relève de discussions que j'ai eues. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années avec des collègues marocains au Maroc. On a travaillé sur des ados, etc. On a fait des recherches. Et au cours d'échanges avec des collègues, en particulier avec un collègue psychopathologue, finalement, ce qu'on déduisait, ce qu'on s'apercevait, ce qu'on posait à titre d'hypothèse, mais on n'est pas allé plus loin parce qu'on ne peut pas tout faire et c'est dommage, je sais pas. Enfin bon. C'est que, vous savez, dans la conception de Mélanie Klein, la psychanalyste donc, qui s'est pas mal intéressée aux enfants, qui a construit presque tout sur les enfants d'ailleurs, elle considère qu'il y a deux phases de développement, hein, je schématise. La position schizo-paranoïde, la première, celle dans laquelle c'est le monde des fantasmes, rien n'est organisé, et bon voilà, ça va s'organiser petit à petit, ça connaîtra une phase, ce développement connaîtra une phase d'organisation à partir de ce qu'elle appelle la position dépressive, dans laquelle il y a une reconnaissance de l'objet total, c'est-à-dire avec son bon côté et son mauvais côté, hein, pour être extrêmement schématique. Les bons objets, les mauvais objets, bon, voilà. Et il ressortait de nos échanges, et surtout de leurs échanges, je laisse parler en quelque sorte en tant que Marocain ayant travaillé sur des populations marocaines, il me disait, mais tu vois, il nous semble que chez les jeunes Marocains, on dirait que la position dépressive, au sens de Mélanie Klein, n'existe jamais. C'est-à-dire qu'il ne passerait, alors je ne sais pas trop comment, on n'a pas trop approfondi, encore une fois c'est un peu dommage, mais on resterait, avec des aménagements bien évidemment, à une position schizo-paranoïde, dans laquelle c'est le monde des fantasmes, c'est le monde du déni, c'est le monde de la persécution, c'est le monde de... Voilà, je vous mets ça comme ça, à titre de réflexion, à poursuivre éventuellement. Mais je pense que ça peut offrir des éléments de réflexion et d'avancée, donc dans un travail de réflexion sur une situation, hein, peut-être sont-ils beaucoup plus accessibles en quelque sorte à ce que nous qualifions de violence, mais qui est une violence ordinaire dans notre développement, hein, selon la théorie de Mélanie Klein, cette position schizo-paranoïde. Voilà. Bon, on pourra reprendre, développer, bien évidemment, mais voilà, moi ça m'a toujours un peu intrigué, et puis bon, je passe à autre chose. Ben moi, je vous encourage à aller voir le spectacle de Félag. Hein, donc c'est pas mon copain, mais j'ai vu son spectacle hier, qui sur cet échange entre la France et l'Algérie, hein, dans son dernier spectacle Blade Runner, nous décrit mais magnifiquement cette histoire d'amour, hein, qui continue encore. Hein. Vous connaissez la blague de Félag, je vous l'ai dit, celle qui me veut. Elle a dit, nous en Algérie, on a descendu jusqu'au fond, mais on a continué à creuser. On arrive au fond, on monte, mais nous on est arrivé et on continue à creuser, c'est magnifique. Ah ben voilà notre psychiatre préféré. Une journée, on ne peut pas tout aborder. Notamment la question du genre est très intéressante. Il y a aussi
le problème de l'intégration, de savoir à ces jeunes à quelle génération ils en sont, parce que pour les grands-parents, etc., c'est une intégration parfaitement réussie, comme vous l'avez dit. Il y avait du travail, il y avait plein de choses. Donc, on était très bien accueillis. Je voulais simplement dire que donc, ça mériterait d'être développé, le thème des genres. Il est vrai aussi qu'il y a des similitudes avec l'Afrique noire dans ce que vous avez décrit en Afrique du Nord. Mais je voudrais qu'on n'oublie pas aussi les enfants qui sont radicalisés dans des familles purement européennes et qu'on y comprenne quelque chose aussi, parce qu'on a beaucoup parlé d'origine, mais il doit y avoir autre chose qui se joue, puisque on a vu de jeunes kamikazes très roux, de jeunes kamikazes caucasiens, etc., etc., et se poser des questions. J'ai pas la réponse, c'est vraiment une question ouverte, mais je dis que, voilà, dans le cadre d'une prévention, a priori les familles paraissent toujours en abord, bien sûr, structurées, eh ben, il y a des enfants qui, malgré tout, arrivent à dériver. Vous avez raison. Et je vous donne un exemple des jeunes délinquants. C'était en Hollande. On m'invitait quelquefois, mais assez souvent dans le temps, plus moins maintenant, à faire des conférences sur l'immigration, parce qu'en France, on est les premiers en Europe, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé sur l'immigration et on apporte. Donc on n'est pas prophète chez soi, mais ailleurs. Et j'avais des idées. Alors je leur dis, comme là-bas, les jeunes délinquants, si on prend une vingtaine, ils vont aider dans leur pays d'origine de leurs parents, faire des activités. Il y avait un village à construire. Donc il y avait un Hollandais qui a inventé une sorte de briques sans faire de fer, bref, pour construire un bidonville, pour le transformer en petit village. Ils étaient ces jeunes. Ils avaient l'équivalent, il y a 25 ans, l'équivalent de 1000 euros actuels. C'était encore là. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était dans le nord. Et dans le nord, qu'est-ce qu'il y a au Maroc? Eh bien, il y avait, on fumait à gogo les Beatles, les hippies des années 70, ils connaissaient le lieu du Nord. Eh bien, ils arrivaient, au lieu de travailler, c'était 1000 euros, c'était même un grand fonctionnaire ou un cadre ne la touchait pas. Ils achetaient, ils passaient leur temps à fumer, à danser. Et bien après, on m'a appelé d'aller là-bas pour voir que ton idée, il est en train de foirer. C'est-à-dire que les jeunes qu'on a amenés d'Amsterdam sont en train de devenir des dealers. Bref, et qu'est-ce que j'ai proposé? Eh bien maintenant, on va passer à la phase supérieure. C'est que les projets, il faut les suivre jusqu'au bout. Alors je suis arrivé, j'ai trouvé que les jeunes n'écoutent personne, parce que c'est tout ça. Je leur dis, mais on va découvrir le pays de vos parents, vous connaissez rien du tout ici. Allez, le lendemain, on a mis un sac à dos, et on les fait marcher 30 km, 40 km, sans arrêt, et pendant 15 jours, les jeunes, ils étaient un petit peu disciplinés. Donc c'est comment réagir avec la situation, et la base de tout, c'est l'affectif, et il faut aimer les uns les autres, comme il dit l'autre, et les enfants, malheureusement, à un moment donné, ils ne sentent pas cet amour. Parmi nous, il y a un grand homme, c'est lui le père fondateur de Migration Santé, spirituellement et scientifiquement, le père, monsieur le professeur Talleyrand, vous n'allez pas rester là, venez, non, passez devant et dire, non, il ne veut pas, d'accord. Dis-nous un petit mot. Après avoir fait un éloge de mon humble personne, je suis obligé de dire quelques mots. C'est vrai que j'aime beaucoup Migration Santé et je trouve que dans le milieu, et particulièrement à l'heure actuelle, beaucoup de services sont rendus et ceux qui sont là n'imaginent pas leur chance, n'est-ce pas, de pouvoir échanger. Il y a les échanges que vous pouvez faire avec ceux qui sont au bureau, mais il y a les échanges qu'ils vous permettent de faire entre vous, n'est-ce pas, et cela n'a pas de prix aussi. Malgré mon absence ce matin pour des raisons particulières, je voudrais cet après-midi relever quelques points que j'ai trouvés intéressants, importants. Par exemple, on a parlé
de méditerranéen et testostérone. Hein? Ah, j'ai mal compris. Ah oui, parce que j'avais entendu le mot testostérone. Mais enfin, quel que soit. Et, non, mais vous faites bien de préciser pour moi, parce que j'étais un petit peu à l'arrière et j'ai pas bien entendu. Mais je me dis, les femmes font beaucoup de progrès. Par exemple, en médecine, vraisemblablement, elles sont peut-être à 60%, n'est-ce pas, des étudiants. Est-ce que j'ai compris? Oui, c'est ce que j'ai essayé de dire. Elles sont partout. Donc, je ne dis pas que c'est... je ne sais pas ce qui les pousse, hein, mais je vois qu'elles laissent sur le carreau, n'est-ce pas, un certain nombre de gens très fiers, n'est-ce pas, et pensant que la médecine leur était réservée. Je voudrais dire aussi tout à l'heure, quand on a parlé des projets, et j'ai vu des jeunes à qui l'on reprochait de ne pas faire ou bien intervenir. Je n'ai pas entendu le mot participation. Et je crois que quelque part, le mot participation, la participation du jeune, n'est-ce pas, à son projet dans lequel on veut l'intéresser, n'est-ce pas, on aurait souhaité, c'est plus facile, c'est vrai, de venir avec un programme tout fait et dire aux jeunes qu'il le fera. Mais on a vu aussi sur certains terrains, surtout dans des approches où le premier terme était de rêver. Hein, par exemple, dans les ateliers de l'avenir, on vous fait rêver, enfin, on essaye de rêver ensemble à ce que pourrait être la région. Et la deuxième page, c'était à partir de ce qu'ils retenaient comme important dans les rêves qu'ils avaient faits, on leur demandait de commencer à construire, et la troisième page, c'était la construction et l'évaluation. D'autant plus qu'on laisse l'évaluation de côté trop souvent. Et on serait surpris de voir, n'est-ce pas, comment les jeunes, hommes ou femmes, dans les cités, eh bien, arrivent avec les trois phases, n'est-ce pas, arrivent à faire des choses importantes, intéressantes, qu'on leur donne non pas seulement la parole, mais qu'on leur permette un temps de rêver. Alors, ils disent comment ils voient la cité, comment serait leur cité, n'est-ce pas, etc. Et c'est très important. Donc, il y a vraisemblablement des approches, particulièrement en santé communautaire, où ces choses-là peuvent trouver une place intéressante. Il y a encore leur participation dans le développement et dans la construction, dans la réalisation des choses. Et qu'ils exécutent, c'est une chose. Hein? Mais qu'on comprenne qu'on ne développe pas l'homme, quel que soit le pays. L'homme se développe. Et c'est à partir de ce qu'il fait, ce que vous lui permettez de faire aussi. Et surtout si vous ne le voudoyez pas quand il veut faire et quand il commence à faire. L'homme se développe à partir de ce qu'il fait. Et c'est très très important de le savoir. S'il ne fait pas,
il ne se développe pas. Et vous ne pouvez pas lui imposer un développement. Ce sera un développement comme on l'impose dans un certain nombre de pays sous-développés, n'est-ce pas? Je ne veux pas parler des pays développés, puisqu'ils sont censés avoir atteint l'évolution définitive. Mais un jour, ils se trouveront à faire les mêmes constatations que nous. Si vous ne laissez pas l'autre se développer, eh bien, ce sera peine perdue. Tout à l'heure, et je termine, on a parlé de l'homme et de la femme. C'est tout un monde qu'il faudra changer. Bien sûr, il faudra partir tôt. Dans certaines tribus, à ce que j'ai vu en Afrique, n'est-ce pas, l'homme était obligé d'apprendre à voler et de voler une chèvre, et les parents, à partir de ce moment-là, pouvaient voir à qui ils pouvaient confier leur fille. N'est-ce pas? Si vous n'êtes pas capable de trouver à manger et pour votre femme, n'est-ce pas? Donc, il est obligé aussi de se développer les muscles, il est obligé de se développer la ruse et tout, n'est-ce pas? Et en attendant que cela arrive aussi aux femmes, d'être capables de faire ce qu'on lui impose, en attendant qu'elles trouvent du travail, etc. Non, c'est pour dire que vous ne pouvez pas l'avoir dressé, n'est-ce pas, pour être un taureau, n'est-ce pas, et vous lui demandez après, sans préalable, n'est-ce pas, et sans créer une situation nouvelle, et sans offrir des perspectives, puisque tout au moins, dans mon pays d'origine, n'est-ce pas, le nombre des voleurs augmente et progressivement, et même contre l'histoire. C'est cela que je ne pardonne pas. Ce qui veut dire, nous avons donné l'indépendance à l'Amérique du Sud, nous avons aidé Simon Bolivar, nous lui avons tout donné, et ce qu'il voulait, et la Grande Colombie a pu être indépendante, et tous les pays que vous verrez avec un drapeau bleu et rouge, qui est le drapeau haïtien, avec une bande jaune, vous saurez que ces pays-là, comme le Venezuela, comme la Colombie, comme l'Équateur, que ce sont ces pays-là à qui nous avons donné des hommes, des armes, n'est-ce pas, et de l'or, enfin, il faut le savoir. Mais vous allez voir ce que je vais vous raconter. Parce que c'est après qu'un certain président de très grand pays, on ne peut pas imaginer plus grand, nous est traité de shithole, n'est-ce pas? Donc, et vous imaginez ce que cela veut dire. Nous n'arrivons pas à le traduire en créole, mais il faut le dire. C'est tout notre orgueil qui est par terre. Quand ce grand pays-là, nous l'avons aidé aussi à prendre son indépendance. Nous étions avec Lafayette et plus tard, à la deuxième indépendance de ce grand pays, n'est-ce pas? Eh bien, vers 1812-1814, nous leur avons donné la seconde indépendance. Nous avons participé, nous avons même tué le général anglais, n'est-ce pas, qui était responsable de ces tueries américaines. Alors, cela dit, qu'est-ce qui va se passer? Il arrive qu'un des présidents du Venezuela, n'est-ce pas, eh bien, nous a dit, prenez du pétrole. Merci pour ce que vous avez fait pour nous. Merci pour notre drapeau, etc., etc. Prenez le pétrole et payez-moi 40% et gardez le reste pour vous. Ou bien l'inverse, 64. Eh bien, le pétrole a été vendu, n'est-ce pas? Et ce grand peuple a pris les 4 milliards réalisés et ces 4 milliards ont disparu. Donc, voler à quelqu'un d'autre, mais voler là où votre honneur était le plus fort, eh bien pour moi c'est d'une gravité exceptionnelle et j'ai presque pas de conseils à donner après ce qui s'est passé. Excusez-moi d'être arrivé à la politique parce que vous avez vu comment il est difficile d'arriver à la politique. Nous avons traité l'histoire des jeunes, nous avons traité même
la force de tout ça, etc. Et on n'a pas parlé du facteur politique. Mais les choses sont ce qu'elles sont. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. J'ai senti tout à l'heure que vous vouliez plus de la conférence. Il y a eu une conférence qui a eu lieu là tout à l'heure. Vous vouliez plus, mais le plus n'arrivait pas. J'ai senti un peu ça. Mais il faut... Ce n'est pas le seul sujet qui sera difficile, mais il faudra reprendre. Et j'ai entendu que le 8 mars, il y a déjà une invitation, etc. Alors, il faut le faire, 100 fois se remettre sur le métier. Et vous avez une belle jeunesse. La France est un très grand pays, vraiment. Et je crois qu'on attend beaucoup de vous. Mais attendre beaucoup de vous ne veut pas dire que nous ferons ce que vous nous direz, mais nous ferons ce que vous ferez avec nous. Donc, cela, je tenais à le dire. Et avec Valérie, on pourrait terminer en disant que tout fut facile cet après-midi, tout vous semblerait vain aussi. Et le fait que vous soyez restés si longtemps me prouve que vous avez éprouvé non seulement du plaisir, mais une raison d'être ensemble et une raison de produire. Merci.